Hello, 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 hello. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un autre preview pour la saison 2022-2023 de la LNH. Et cette fois-ci, on s'attaque aux Coyotes. Et du côté des Coyotes, on a des années qui sont assez difficiles qui s'en viennent. Hein? On ne va pas se le cacher. Cette organisation-là est littéralement en crise d'adolescence. Donc, c'est une organisation qui doit attendre le temps de connaître son avenir. Théoriquement, à la saison 2023-24, on devrait être saisi si oui ou non ils vont pouvoir bâtir un nouvel aréna à Tempe. Mais pour ce qui est de l'année 2022-2023, ils vont jouer dans le fameux amphithéâtre de 5000 places. Et ne vous inquiétez pas, oui, ils ont le droit d'avoir leur logo sur la patinoire. Je sais que la rumeur voulait que non, mais en fait, c'est juste que c'est l'université qui définit ça va être quoi l'identité visuelle de la patinoire. Puis l'université a décidé de mettre le logo des Coyotes. Mais n'en reste pas moins qu'ils vont jouer dans un aréna de 5000 places, mais ils vont jouer quand même dans une ville qui est une ville essentiellement universitaire, donc plus jeune. C'est une ville de banlieue qui est située à proximité de Phoenix, en espérant qu'on réussisse à se bâtir un fanbase. Et c'est d'ailleurs l'optique que Bill Armstrong a, c'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est bâtir une organisation qui va être une organisation spectaculaire à voir quand elle va arriver à maturité. Ce qui explique certains de ses choix au repêchage, mais surtout qui explique pourquoi il y a autant de choix au repêchage en première, deuxième et troisième ronde pour les prochains repêchages. L'organisation des Coyotes sous John Chayka, malheureusement, c'est départi de plusieurs de ses choix au repêchage, dont entre autres des choix de première ronde, ce qui a vraiment hypothéqué l'avenir de l'organisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont pognés avec le marasme qu'ils ont en ce moment, c'est-à-dire essentiellement des joueurs qui sont soit des jeunes qui essayent de se faire une place LNH, mais que malheureusement sont mal entourés, ou sinon des gars qui ont leur dernière chance LNH. Fait que ça ressemble à ça. Ce qu'on veut bâtir comme identité, c'est une équipe qui n'abandonne pas. Et ça, c'est quelque chose qui est imputable essentiellement à l'entraîneur-chef André Tourigny. Et pour dire vrai, je pense qu'il fait relativement bien so far. L'année passée, là, si vous trouvez que les Canadiens de Montréal ont été touchés par les blessures, croyez-moi, les Coyotes de l'Arizona, ça a été catastrophique avec les blessures. C'était à peu près sensiblement la même chose qu'avec le Canadien. Donc, bref, tu as eu des joueurs qui ont joué leur premier match LNH. Tu as eu des joueurs que c'était des carrières Ligue américaine qui se sont ramassés au niveau de la LNH, mais ça l'a fait aussi des belles histoires. On a eu la chance, entre autres, de voir le Québécois Boko Imama, qui a joué pour la première fois au niveau LNH, puis qui a même compté un but, donc son premier but au niveau de la LNH. Mais tout ça, c'est dans les difficultés au niveau des blessures que les Coyotes ont eu l'année passée. Mais André Tourigny a fait un très beau travail, puisque l'équipe n'a jamais abandonné, et ce, malgré le fait que c'est une organisation qui, disons-le, n'a pas le niveau pour rivaliser avec les plus grosses équipes de la LNH. On s'entend que les Coyotes qui jouent contre l'Avalanche du Colorado, puis ils sont dans la même division. Fait que c'est pas mal ça. Mais c'est une équipe qui n'avait pas de complexe, qui frappe fort. Vous avez des joueurs comme exemple Liam O'Brien, mais aussi sinon Boko Imama que j'ai mentionné tantôt. Christian Fisher n'a pas peur non plus, Lawson Cross. Donc bref, c'est une équipe qui frappe fort, mais qui est malheureusement peu performante. Alors on reprend ici pour ce qui est de la saison 2020-2021. Les Coyotes de l'Arizona, comme toutes les autres équipes, ont joué une saison écourtée de 56 matchs, 24 victoires, 26 défaites, 6 défaites en prolongation, un total de 54 points. Donc ça n'avait pas été une saison très vargeuse et c'est quand même 56 matchs, 54 points. L'année passée, 82 matchs, 57 points. 3 points de plus. 3 points de plus pour 20 quelques matchs de plus. On a quand même réussi à s'améliorer un peu. Non. OK. Donc, victoire l'année passée pour la saison 2021-22, c'est 25 victoires. 50 défaites et 7 défaites en prolongation. Faites le calcul comme vous le voulez, ça fait quand même 25 victoires pour 57 défaites. 57 points, une moyenne de buts accordée de 2, une moyenne de buts comptés de 2,51, ce qui représente la pire attaque de la LNH, une moyenne de buts accordée de 3,77, ce qui est la 30e défensive de la LNH, thank God on n'est pas dernier, l'avantage numérique à 13,9, 30e avantage de la LNH, et finalement le désavantage à 75%, 28e dans la ligue. Bref, tout est à améliorer dans cette équipe-là. Mais il y a des jeunes. Thank God, on s'accroche au futur parce que dans l'immédiat, c'est pas vargeux. On a terminé 16e dans l'Ouest, donc dernier dans l'Ouest, 31e, merci, le Canadien a été pire, puis étonnamment, on n'a pas participé aux séries éliminatoires.
Bon, le meilleur en termes de but l'année passée aura été Clayton Keller, et ça, c'est un des points très positifs qu'il y a eu dans la saison l'année passée. C'est la complicité qui s'est développée entre Clayton Keller et Nick Schmaltz. C'est deux gars qui partagent beaucoup d'activités communes à l'extérieur de la patinoire, puis étonnamment, ils ont l'air de bien fitter ensemble sur la patinoire. Puis ça, c'est intéressant. Nick Schmaltz a souvent été utilisé au centre aussi l'année passée. Là, je l'utilise à l'aile parce que je suis audacieux ici dans ma ligne de centre, je vous le dis tout de suite. Mais on a vu une belle complicité entre les deux gars, puis malheureusement, Clayton Keller s'est blessé. Là, il y a eu une blessure assez spectaculaire quand il avait glissé dans la bande, puis il s'est pété une jambe. Ouch! Ouch, tu sais. Donc, Clayton Keller aurait été le meilleur buteur l'année passée avec 28 buts. Le meilleur en termes de points aurait été Clayton Keller avec 63 points. Et le meilleur défenseur à caractère offensif, et ça, c'est très important de mentionner, caractère offensif. C'est pas le meilleur défenseur de l'équipe, c'est le meilleur à caractère offensif. C'est Shane Gottisberg avec 82 matchs, 51 points, moins 23. Alors, c'est le pire différentiel plus-moins de l'équipe. Et ça, c'est étonnant, parce que le moins 23 étant le pire des Coyotes, il n'est pas le pire de la Ligue. Voilà. Maintenant, ici, ça, ce que j'ai, c'est des espoirs qui sont les plus proches d'atteindre la LNH. Alors, pour ce qui est des espoirs ici au niveau de la LNH, c'est les espoirs du alacoupe.ca, donc sous la plume de notre chroniqueur Anthony Saint-Amand. On a retenu ici 3 gars qui sont potentiellement les gars qui sont les plus proches de faire le saut au niveau de la Ligue nationale. Dans le cas ici de Victor Soderstrom, on l'a vu on l'a vu quand même un peu au niveau de la LNH l'année passée, mais je doute fort qu'il soit LNH cette année. Peut-être s'il y a des blessures, et blessures il y aura, ça c'est sûr et certain. Mais sinon, on a 2 jeunes ici qui sont Jack McBain et Nathan Smith. C'est 2 gars qui pourraient faire le saut LNH, tout dépendamment de leur training camp, leur camp d'entraînement cette année. Alors, on va commencer avec Jake McBain. C'est un joueur de centre de 22 ans. Il évoluait au niveau de la NCAA l'année passée. En 24 matchs, il a 19 buts, 14 passes, 33 points. Donc, 19 buts en 24 matchs, c'est quand même un bon buteur, le gars. C'est un gars qui est considéré comme étant pas nécessairement très flamboyant et qui est efficace sur 200 pieds. Par la suite, on a Nathan Smith, un joueur de centre de 23 ans qui évoluait au niveau de la NCAA, peut-être un petit peu plus offensif dans son cas à lui. En 38 matchs l'année passée, 19 buts, 31 passes pour 50 points, donc 50 points en 38 matchs. C'est un très bon ratio points par match au niveau de la NCAA. C'est un gars qui est surtout un très bon talent à caractère offensif et il est mature. Comme individu, il est mature. Et on termine le tout avec Victor Soderstrom, un jeune défenseur de 21 ans qui a joué essentiellement au niveau de la Ligue américaine l'année passée. 32 matchs, 3 buts, 16 passes, 19 points. Dans le cas de Victor Soderstrom, c'est un défenseur qui est très mobile. Excellent patineur, un défenseur complet, il a une bonne vision et c'est un gars qui, théoriquement, devrait être capable de s'établir top 4, disons. Top 4 LNH à long terme. Peut-être pas cette année, mais éventuellement top 4 LNH. Dans le cas de Nathan Smith, on vise à peu près un centre de 2e, 3e trio. Et Jake McBain, peut-être 3e, 4e trio. Mais c'est ce qui fait que Jake McBain, peut-être, est plus prêt à jouer sa position exacte. Peut-être. Enfin bref. Ça ici, c'est un alignement que moi je vous propose. Ce n'est pas un alignement qui est un alignement définitif ou encore moins un alignement qui est basé sur des observations journalistiques parce qu'au moment de tourner, on n'a toujours pas commencé le training camp. Donc, c'est un alignement que je vous propose potentiel pour l'année prochaine pour les Coyotes de l'Arizona. Les joueurs qui sont en bleu sont des joueurs qui sont déjà connus dans l'organisation des Coyotes. Les joueurs qui sont en vert, c'est des jeunes espoirs qui peuvent intégrer l'alignement. Les joueurs qui sont en rouge, c'est des joueurs qui ont été acquis pendant la saison morte par le biais d'échanges ou de signature. Alors, on y va. Pour ce qui est de ma première ligne, bon, en fait, j'ai été audacieux au niveau de mon alignement puisque j'ai pris la décision de prendre 3 jeunes pour faire mes 3 premiers centres, ce qui est très risqué, ce qui est très peu probable. Mais je me suis dit, on y va avec les petites folies, on donne de l'expérience aux jeunes, let's go. Clayton Keller n'a pas vraiment le choix de jouer avec Nick Schmaltz. Les deux vont très bien ensemble. En tant qu'individu, ils s'entendent bien et sur la patinoire, ça va bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et un point qui est intéressant aussi d'utiliser Nick Schmaltz, c'est qu'il peut jouer au centre aussi. Fait que si advienne que Ayton est chassé de la mise au jeu, Schmaltz est capable de les prendre la mise au jeu. Et ça, je pense que ça peut être intéressant. Clayton Keller a été et de loin le meilleur attaquant l'année passée avec 63 points, 67 matchs. Il a avoisiné le 1 point par match presque toute la saison. Dans le cas de Barrett Eaton, c'est un très fort potentiel, mais il y a de la difficulté encore à s'établir. Ce qu'il faut mentionner, c'est que sous l'ancienne direction de Rick Tocchet, on lui demandait de jouer peut-être plus défensif. Et c'est un joueur peut-être plus à caractère offensif. Alors peut-être est-ce que, et je dis bien juste peut-être, mais peut-être est-ce qu'il va trouver des repères offensifs plus intéressants sous André Tourigny, ou du moins je le souhaite, parce que c'est
probablement un des top prospects de l'organisation. Alors, Barrett Eaton, 24 points l'année passée en 60 matchs. On se croise les doigts que ça s'améliore cette année. Et par la suite, Nick Schmaltz à l'aile droite du... Je sais pas pourquoi, Daily Faceoff ont mis Schmaltz à gauche. Keller peut jouer des deux côtés, mais Schmaltz, c'est essentiellement ailier droit centre. Fait que moi, je l'ai mis à droite. Mais Daily Faceoff l'ont mis à gauche, ce qui n'est pas une position naturelle pour lui. En tout cas, bref. Donc, 59 points en 63 matchs l'année passée, mais il a déjà été utilisé à l'aile gauche. Je tiens à préciser quand même. Là. Par la suite, au niveau du deuxième trio, c'est là que ça se corse un peu. On y va avec Lawson Krause, 34 points en 65 matchs l'année passée. C'est un gros bonhomme. Lawson Krause, c'est un gars qui est capable de jouer physique. C'est un gars qui est capable d'aller devant le filet. Puis je le fais jouer avec Travis Boyd, 35 points en 74 matchs. Boyd, c'est un joueur qui peut jouer au centre. Mais là, ce que je trouvais d'intéressant là-dedans, donc encore là, il pourrait être switch avec Smith, là, c'est pas tant un problème. Mais ce que je trouvais d'intéressant là-dedans, c'est de mettre 2 gars d'expérience avec un jeune. C'est ce que j'ai fait avec tous mes trios. J'ai mis 2 gars d'expérience avec un jeune. Fait que moi, je trouvais que c'était quelque chose qui était intéressant. Travis Boyd, c'est un gars qui est quand même responsable défensivement. Krause a une bonne présence physique et je le fais jouer avec Nathan Smith. Alors, en fait, c'est que Smith est peut-être plus un playmaker qu'un tireur. Donc, à ce moment-là, un gars qui joue dans le slot, ça peut aider. Là, dans le bas de l'enclave, là, ça peut aider pour marquer des rebonds, des choses comme ça. Troisième ligne, j'y vais avec Richie. Grosse présence physique, c'est pas mal ça. 23 points en 57 matchs l'année passée. Que je fais jouer avec Jake McBain. Dans son cas, lui, il a joué 10 matchs et il a eu 3 points l'année passée dans la LNH. Ça a été quand même bien. C'est une petite séquence qui a bien été, mais c'était pas exceptionnel. Mais en même temps, l'équipe au complet n'était pas exceptionnelle. Rien de dramatique dans son cas. Et lui, c'est quand même c'est un bon buteur. Là. McBain, c'est un gars qui est 19 buts en 24 matchs. C'est quand même relativement bon là, au niveau de la NCAA. Que je fais jouer avec Christian Fisher. Christian Fisher, c'est peut-être un petit peu décevant de son côté. C'est un gars qui est capable de compter des buts, mais il produit pas beaucoup. 10 points en 53 matchs. Fait il sert surtout pour son aspect physique, alors que pourtant, quand il était junior, c'était un joueur qui était capable d'être assez solide offensivement. Quatrième ligne, on y va avec feu le capitaine des Islanders de New York, Andrew Ladd. Andrew Ladd, 12 points en 51 matchs l'année passée. Il apporte du leadership. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. C'est un gros salaire qui joue bottom six puis qui produit pas vraiment. Mais, par contre, selon les dires d'André Tourigny, c'est une attitude irréprochable. Et ça, c'est quelque chose que les Coyotes ont besoin parce que c'est pas évident en ce moment en Arizona. Et d'ailleurs, il n'y a pas de capitaine en ce moment en Arizona et probablement qu'on n'en nommera pas. Si on nomme un capitaine, ça va être Clayton Keller parce qu'on lui donne de plus en plus de responsabilités. Mais probablement qu'il n'y en aura pas parce que c'est des années tellement difficiles pour représenter cette équipe-là, parce que ça risque d'être encore une année de déboire cette année. Ça se peut qu'on nomme pas de capitaine. Mais ce gars-là, Andrew Ladd, a du leadership. Et ça, c'est intéressant. En tant que tel, je le fais jouer sur mon quatrième trio parce que malheureusement, il ne fournit plus, tout simplement. Par la suite, on a acquis Nick Bjugstad. Bjugstad qui arrive du Wild du Minnesota. C'est surtout un gars de profondeur, un joueur de centre naturel. 13 points en 57 matchs l'année passée. Et on termine le tout avec mon bon ami Zach Cation qui lui arrive des Oilers d'Edmonton dans la transaction qui a permis aux Coyotes de monter de position pour aller repêcher Maverick Lamoureux. C'est 19 points en 58 matchs et une coupe de suspension. C'est surtout une présence qui est une présence physique et dérangeante dans le cas de Zach Cation. Moi, perso, je préfère Liam O'Brien. Mais quand même, Cation a beaucoup plus d'expérience au niveau LNH que Liam O'Brien, ce qui explique pourquoi j'ai mis Liam O'Brien comme étant mon réserviste. Dans le cas d'O'Brien, c'est un joueur à bonne corpulence, puis qui aime ça frapper, puis ça ne dérange pas de se battre. Donc, on a une équipe qui a du caractère. Au moins, il y a ça. Parce que sous John Chayka, c'était une équipe basée sur les statistiques avancées qui n'avaient pas de caractère. Au niveau des défenseurs cette fois-ci, ben là, au niveau des défenseurs, moi j'ai opté pour Jacob Chichern comme mon premier défenseur gauche. J'ai vu que Daily Faceoff mettait Shane Gottisberger, ce qui n'est pas mauvais parce que c'est lui qui a eu la meilleure performance offensive l'année passée, mais c'est vraiment pas un défenseur. Shane Gottisberger, c'est un défenseur unidimensionnel offensif. Zéro responsable. Fait que j'aime pas trop l'idée de l'avoir sur ma première paire. Donc bref, j'y étais avec Jacob Chichern comme mon premier défenseur gauche. C'est 21 points en 47 matchs l'année passée. Dans son cas, lui, il a été blessé. Puis là, c'est pas vargeux. Parce que Jacob Chichern a demandé à être échangé parce que lui, il veut pas faire de rebuild. Comment tu veux échanger un gars blessé? Il a une saison ordinaire puis il se blesse. T'sais? Fait que ça se peut qu'il fasse pas toute la saison. En tout cas, j'y souhaiterais parce qu'il est pas bien en Arizona. Mais en tout cas, bref, pour l'instant, moi je commence la saison. Jacob Chichern, c'est mon premier défenseur gauche que je fais jouer avec le nouveau Troy Stecher. Troy Stecher qu'on a connu entre autres avec les Canucks, mais l'année passée il était avec les Kings de Los Angeles. C'est un défenseur essentiellement défensif. Et ça c'est intéressant parce que ça permettrait à un gars comme Jacob Chichern d'être créatif.
En même temps, ça aurait pu être intéressant d'utiliser Shane Gottesberg avec Stetcher. Parce que Gottesberg, il se compromet tout le temps. Tandis que Chechern, des fois. Fait, ça aurait peut-être pu être intéressant. Troy Stetcher, c'est 3 points en 29 matchs l'année passée, mais c'est pas un défenseur qu'on s'attend qu'il ait une production offensive. Comme deuxième paire, j'y vais avec Shane Gottesberg. C'est 51 points en 82 matchs l'année passée. Ils sont beaux, moins 23. Donc, c'est un défenseur, comme je vous ai dit, unidimensionnel défensif. Puis, étonnamment, il a joué avec Dyson Mayo. Dyson Mayo, en gros, c'est un gars qui jouait essentiellement en Ligue américaine. Mais l'année passée, il a joué presque toute la saison. 67 matchs, 12 points. C'est un gars qu'on aime bien. Il a une belle éthique de travail, mais c'est vraiment pas un défenseur des plus solides. D'où pourquoi ça aurait peut-être pu être intéressant de le faire jouer avec Troy Stetcher. Mais encore là, c'est pas plus vargeux pour Jacob Chechern de jouer avec Dyson Mayo. Fait que bref, c'est ça qui est ça. Par la suite, sur ma troisième page, j'y vais avec Patrick Nemeth du côté gauche. Lui, il nous arrive des Rangers de New York. Patrick Nemeth, c'est un défenseur de caractère. Il a 30 ans, donc il a de l'expérience. 7 points en 63 matchs l'année passée. Ça va être une présence qui est forte, mais c'est clairement pas un défenseur top 4. Clairement pas. Et j'y vais pour la même chose avec le défenseur Josh Brown au niveau de ma troisième paire à droite. Josh Brown, l'année passée, c'est 6 points en 52 matchs. Josh Brown, on l'a surtout connu avec les Sénateurs d'Ottawa, mais l'année passée, il jouait pas là. Il jouait à Boston. C'est un défenseur d'expérience, 28 ans, que je vous dirais qu'il pourrait être un 7e défenseur. Mais là, il joue. Et par la suite, en termes de scratch, j'y vais avec Cam Denin et Gigi Moser. Gigi Moser, étonnamment, lui, il avait quand même connu une saison pas trop mauvaise l'année passée. Il avait 15 points en 43 matchs avec les Coyotes. Mais je pense que Brown, ayant plus d'expérience, j'ai préféré mettre Brown à la place de Moser. Globalement. Et là, au niveau des gardiens de but. Bon, au niveau des gardiens de but, il n'y a pas de gardien de but numéro 1 LNH dans cette équipe-là. C'est des gardiens de but à la limite réservistes Ligue américaine. En gros. Fait que, on y va avec ça. Donc, le gardien de but partant, il est incontesté, mais il devrait être contestable, mais il ne l'est pas. Et c'est Karel Vejmelka. Vejmelka, en 52 matchs l'année passée, il en a vu de l'action. L'année passée, là, les Coyotes, ils se disaient Carter Hutton va être notre partant, puis Vejmelka va être l'auxiliaire. No. Ça a zéro marché pour Carter Hutton. Ça a été catastrophique le temps qu'il a été présent, déjà un, puis il s'est blessé rapidement. Donc, bref, c'est Karel Vejmelka qui arrivait un peu de nulle part. Je pense qu'il arrive de la Tchéquie, si je ne me trompe pas, ou quelque chose en même. En tout cas, il joue en Europe avant. Donc lui, écoute, il vit son rêve américain en ce moment. Le gars, là, il trippe, il fait de la moto, puis il est bien content. Fait que, tu sais, lui, il est bien, il est heureux dans sa position. C'est le gardien de but partant. 52 matchs, 3,68 de moyenne, 898 d'efficacité. Tu vas me dire, c'est pas vargeux. Hey! 3,68 de moyenne quand l'équipe accorde 3,77. Over the top, buddy! Oh Seigneur, ok. On a acquis John Ellis. John Ellis, je pense qu'on l'a signé si je ne fais pas erreur. Il me semble que c'est un agent libre. Il arrive des Devils de New Jersey dans le cas de John Ellis. 20 matchs l'année passée, 3,70 de moyenne, 887 d'efficacité. C'est pas terrible. Et on finit le tout avec Provetov. Provetov qui est un gardien de but surtout d'avenir pour l'organisation des Coyotes. En 3 matchs dans la LNH l'année passée, une moyenne de 4,22, 875. On lui donne le temps de se développer à Tucson, c'est sûr et certain, parce que il va se faire maltraiter là, avec les Coyotes s'il a besoin de monter dans la LNH. Mais on remarque que ce serait de l'expérience pareille. Alors, si on y va avec une prédiction, je pense qu'il n'y a absolument rien d'étonnant dans ce que je vais dire. Mais ça, c'est une organisation qui va finir dans les bas-fonds de la Ligue. Je pense que des équipes comme les Hawks, les Coyotes, ils ont des bonnes chances pour Connor Bedard. En tout cas, c'est juste mon opinion. Faites-moi savoir qu'est-ce que vous pensez, vers quelle position que les Coyotes, assurément ne font pas les séries, mais vers quelle position vous pensez qu'ils vont terminer pour la saison 2022-23. Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas, on y fait un petit j'aime et on la partage pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey. Et puis sinon, ben, si vous vous abonnez, n'oubliez pas, activez la petite cloche parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent, parce qu'il y a d'autres previews pour la saison 2022-2023. Un très gros merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo, et on se revoit prochainement. Ciao!